Kare amage kako sama beni ngota banyak aku baju ini kariba. Masale jate oje ni kana hanya berapa pasapi are sini tehana komano hatehana dehini ama. Tohia me amba je pako samamba mingata wako tehengo. Hay una cosa muy triste. Si ustedes pudieron ver el asunto es que el abuelo se queja que de él ya no va a aprender nadie, ¿no? Como él lo hizo, él cuenta la historia de cómo iba con su papá y se le pegaban los que hacían canoa y bueno. Él dice, ya no viene nadie. Yo sigo y cada rato le roban la canoa. Cada rato se la roban los pelados, se la roba la gente. Porque como nadie hace, entonces el único viejo, además que ya tiene 100 años, ya va para 100 años. Entonces, sí. Lo que, el origen o todo lo que se considera como la creación, el pensamiento de creación, entonces es la parte femenina, la fuerza y ya la parte física, la fuerza masculina viene siendo el tabaco y la sangre, ¿sí? O digamos el proceso de trascendencia está en el viaje, ¿sí? Es eso. Ellos dicen, y digamos esta es una discusión tremendamente amplia de siempre que nos encontramos y sobre todo cuando hay personas nuevas, digamos como en la conversa, preguntan mucho el por qué el uso de las herramientas. Ellos o nosotros consideramos que son herramientas, no otra cosa. ¿Por qué el uso de las herramientas? O sea, se ve como unos condicionantes, ¿no? Tabaco, la hoja de coca, o el ambil, o el peyote, o, bueno, la mandrágora, la cantidad de... la amapola, bueno, la cantidad de plantas que supuestamente dicen que traen trastornos del sentido. Ellos dicen no son trastornos del sentido, son formas de aprender, son formas de darle mareo a la vida, son formas de darle mareo a lo que uno piensa y tal vez trastocar para entrar al otro y al otro y al otro. La canoa también tiene otro objetivo. Además de ser un medio de transporte, sirve para enterrar a los muertos. A una persona que sabe hacer canoa, por ejemplo, se le entierra en una canoa, para que no se pierda ese conocimiento, sino que viaja hasta donde está el origen de las canoas y con el tiempo él vuelve y retorna otra vez, pero nace en el mismo seno de la familia. El ciclo de vida pues físico, ¿no? Se termina en la hora de la muerte, pero nace espiritualmente. Entonces con el espíritu que está allá un tiempo en reposo, se reconstruye el conocimiento mediante el nacimiento de ese que murió y vuelve a renacer otra vez. Hay personas que nadie no le ha enseñado esto, pero tan pronto él nace y la mamá lo trae, por ejemplo, un bebecito, él queda mirando, pequeñito mismo, él ya sabe. No, pues si esto yo hacía, pero porque él mismo es que hacía, ¿verdad? Cuando él fue en vidas anteriores, él fue canoero. Eso no es cuento ni mucho menos nada, eso es verdad, es un ciclo natural. Caliente, se enciende. No, yo avais commencé à étudier cinéma à Paris. Et j'étais très intéressée au cinéma. Mais lui, il était un passionné, il était au ciné-club, il connaissait beaucoup de cinéma.
Ella privocó avec lui. Non, parce que j'ai jamais aurais pu vivre dans un pays si tranquille. Où il n'y a rien qui arrive. T'as aimé cet homme? Beaucoup. C'était un monsieur de gauche, très intelligent, il adorait le cinéma. C'est vrai, beaucoup. Et j'avais appris avec Rouge d'éditer avec des petits movios à la zone appelée, c'était un petit Marshall avec un... Et on faisait le montage avec Manuel. Et on a fait le montage así, comme ça, à la maison, avec ces petites visiones. Parce qu'il n'y avait pas aucune industrie. Mais il y a eu à Venezuela, dans les années 68, la première rencontre de cinéma politique d'Amérique latine. Il est venu San Ginés là-bas. Et alors, parce que a commencé en Amérique latine, après la révolution cubaine, Glover Rocha au Brésil, San Ginés à Bolivie, qui a commencé à tourner avec les Andiens qui parlaient aymara. Et il a commencé à se développer un mouvement de cinéastes de gauche, militantes. Et cette rencontre à Venezuela a été très importante. C'est comme ça que a démarré le cinéma en Colombie. Mais ma mère, quand j'ai dit que j'allais faire cinéma, elle a peleé en avocat pour dire que j'étais folle. Qu'il avait m'empêché d'avoir un héritage. Et alors l'avocat lui a dit, mais madame, il faut que vous me montrez que les folies, qu'elle a la folie. Parce que je ne vais pas sans savoir si c'est vrai. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était comme si on était une femme sans morale, comme ça, pour faire cinéma. La diferencia de los afrodescendientes con los indígenas con respecto a la violencia, para exorcizar la violencia, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Es muy distinto, las culturas afro son muy distintas. Los indígenas, por ejemplo, el compañero Arguaco que está aquí, este compañero que viene de la Sierra Nevada, es una cultura muy espiritual. Ellos son una cultura que la base de su cultura es el ayuno, la coca. Ellos tienen los poporos, están poporeando. Seguramente aquí como frigan tanto con eso, es un calabacito así y ponen conchitas de mar y van echándole esa cal y libera la cosa de la coca. Siempre están poporeando, ellos son muy espirituales. Tienen los mamos, los sacerdotes. Es una cultura que tiene muy poco que ver con las culturas afro. Ya evitan todo lo que es la Sierra Nevada sobre la costa atlántica, son Arhuacos, Huivas, Cancuamos y Coquis. Ellos son los indígenas. Pero ellos ven la vida espiritual, la armonía. Ellos no piensan ni en armarse, sino como devolver la armonía a la naturaleza para que no los ataquen. Yo he estado, por ejemplo, en fiestas en donde a ellos mismos rechazan como la presencia nuestra, ¿sí? Solo por unas amistades ahí muy fuertes con algunas mujeres hemos logrado estar, y es donde aflora todo eso de lo que vos hablas, toda esa espiritualidad y todo eso que hay alrededor de los tambores y los cantos. Entonces se vuelve toda una expresión que uno la nota como mágico, religiosa, ¿sí? Pero que es otra cosa, es un simbolismo científico diferente. Entonces se hace muy hacia adentro y se cuida todavía. Se cuida de no mostrarse, de cuidar cuáles son los secretos que van en las botellas, qué es lo que ayuda a mantener los territorios equilibrados, cómo se evita que cierta gente entre o pase. Entonces creo que han sido bastante cautos con eso, ¿sí? Si viene alrededor del alimento, de la palabra, de las plantas, de la danza, de las diferentes manifestaciones culturales, digamos que ellos han aprendido que puede haber unos lazos de comunicación entre las comunidades que generalmente no se ven, que esa es la excusa que usamos, servir como plataforma cultural para propiciar estos encuentros. Lo mantienen para ellos y está bien. Y mucha gente está dejando la cultura afro, se vuelven presbiterianos y un negro que no canta.
¿Y por qué no cantas? No, yo soy presbiteriano. ¿Y no bailas? No, yo soy presbiteriano. Y vimos que cantaban era canciones bíblicas. De su cultura se pasó a canciones bíblicas, porque ellos dicen la Biblia es perfecta, mire, la Biblia es armonía. Ahí debe haber algo que nos... Y uno ve iglesias evangélicas en cualquier asentamiento, en cualquiera, hasta lleno de iglesias evangélicas. Que es el único sitio, es que no hay donde meterse allá, donde encontrar un poquito de, como de reunirse, consolarse, se abrazan entre ellas, a veces tienen cuestiones de posesión, lo van a ver en Soraya, que su único mundo es la iglesia evangélica. Entonces Soraya dice, ahora se muere alguien y ¿quién va a cantar si ya no saben cantar? La cultura se va perdiendo. Otra vez llegó como 150 enfermeras y no quisieron darles carácter de desplazado y ahora tienen una solución que es absolutamente inhumana, los meten en coliseos deportivos, con ese frío que hace en Bogotá, tan espantoso en el Tunal. Ellos vienen de selvas húmedas tropicales y con ese frío que baja en Monserrate, pulmonía a los niños enfermos, venían con esquirlas de balas, ni siquiera una escuela, un sitio humano, ¿no? Y así los tratan y entonces hay mucho mendigo, cosa que no se veía en Colombia, indígenas mendicando en Bogotá, en Medellín, mucho en Vera que sale. Está la Organización Nacional Indígena, la UNIC, ellos tienen un trabajo enorme, las regionales, el CRIC, el UNUMA, en los llanos, hay muchas organizaciones regionales y hay un movimiento de resistencia muy fuerte. Y allá en Bogotá ahorita, después de las 7 empiezan las telenovelas. El capo, las mujeres de los mafiosos, Cirquetas, No hay paraíso, toda una cultura traqueta que está invadiendo los medios y que un chiquito llega al colegio y ¿qué es lo que está viendo el niño? Que les están transmitiendo que el dinero fácil es lo mejor, que matar no pasa nada, que la cultura del narcotráfico, la pseudocultura está invadiendo todo, de ahí sí hay millones. Y la están vendiendo por millones esas narconovelas. Me fui para militar en una conferencia en Santa Fe de México. Se llamaba la Conferencia Mundial, así se llamaba. Y de repente me acerqué a un amigo americano que alguna vez había cruzado por acá, me invitó a una casa y allá encontré un montón de archivos, cosas que yo ni los viejos me habían facilitado allá. Entonces más bien uno que es el dueño y no lo tiene, y más bien están por allá. Entonces a veces sí, ¿no? Pero sí es verdad, pues, como dice acá la hermana que está trabajando en defensa de la vida y de los pueblos, ¿no? Nosotros pues, hemos replanteado muchas veces la forma de hacer la estrategia de defensa por el territorio que utilizamos. Y es verdad que hay que mostrar la realidad, todo lo que sucede, ¿no? Pero nosotros enfocamos más, esa es la parte, la importancia que tiene para ser humillado, pues. Entonces de pronto no muestra tanto las violaciones, pero muestra la importancia, el valor que tiene para complementar lo que sería, que no solo es importante para nosotros, sino que es algo que le sirve para el mundo y que no ve esa importancia, ¿no? Y para mí, pues, esa es la posibilidad que yo he visto, ¿no? Y entre los indígenas mismos a veces nos quedamos como indiferentes con lo que sucede. Pero no hay dinero, ¿qué hacemos? No, si podemos hacer, vamos a empezar a ofrecer y decirle, pues, ofrezca lo que ustedes tienen. Nosotros no tenemos, como nosotros decimos, no tenemos material para entregar, pero sí tenemos conocimiento, porque somos responsables del conocimiento. Y sé que ustedes lo necesitan.
Entonces, todos estos elementos pues, que son supremamente importantes, facilitar buscar, facilitar que se haga mejor. Y desde el pueblo de la sierra, pues muchas veces, de pronto de los gobiernos no esperamos muchas cosas. Si sabemos de que hay que reeducar y todo eso, creemos más en nosotros mismos, la gente que está en la tierra o la gente que está todavía abajo. Cuando ya se sube, digamos, arriba, pues ya anda volando arriba, ya no comparte con los de abajo. Entonces, hay que seguir creyendo en eso, ¿no? Ahora sí lo comparamos, pues ya acá en Ginebra pues se tienen todos los materiales que hace falta, pero ahora en ese tiempo no se valoraba que era hechicería, los conocimientos, ahora veo que por todos lados pues, se están preocupando, ¿no? Entonces seguramente si hoy la gente de la tierra o la gente que está todavía caminando, si no lo valoramos, pues aquel día, cuando lo menos pensado, cuando necesita, pues ya no va a estar. Mais en fait, quand on a projeté en Haïti, on n'avait pas encore fermé la dernière salle de projection en Haïti, donc on l'a passé à l'Impérial et ça a eu un succès fou. Et il fallait voir la participation du public. Donc beaucoup de gens reconnaissaient des gens qui le connaissaient dans le film même. Donc ils disaient, ah ça c'est un tel, ça c'est un tel. Les gens ont ri. Moi j'ai des scènes que je croyais qui pouvaient être mal interprétées comme des scènes iconoclastes, un peu à la Buñuel. Et bien non, les gens vivaient ces scènes-là très sérieusement, ou bien, mais en rigolant. Donc les gens rigolaient tout le temps. Et je n'ai pas eu d'attaque des vaudouisants, ni des protestants, ni même des catholiques. C'est-à-dire, je crois que ça a passé comme une lettre à la poste. Dans le sens que tout le monde, on s'est retrouvé dans cet univers, qui est un peu l'univers mental, magico-religieux du pays. Mais moi, je n'ai pas voulu le passer parce que il y a des personnages très importants dans le folklore haïtien qui sont les guédés. Les guédés, ce n'est pas des dieux, c'est un petit peu comme les satyres de la mythologie gréco-latine. Donc c'est des personnages grotesques, mais grivois, continuellement penchés sur les questions du sexe, de la mort et tout ça. Donc d'ailleurs c'est mes acteurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à les diriger comme comédien. Mais ce qui pourrait paraître, il y a des Brésiliens qui ont beaucoup aimé parce que je crois que c'est un univers proche de l'univers brésilien, mais pour le reste des Occidentaux, ça je ne sais pas. J'ai jamais encore passé le film en Europe. D'ailleurs, je n'ai pas encore passé à l'étranger. C'est la première fois qu'on passe le film à l'étranger. Et pendant le séisme, on a voulu que je le donne pour le passer dans les camps. D'abord, c'est un film interdit au moins de 13 ans, les camps sont pleins d'enfants. Donc je ne crois pas que ce soit un film pour enfants. Et ensuite, j'ai dit que ce n'était pas le moment, donc je ne vais pas passer dans les camps. Là, après, ici, il a été invité à un festival, le festival Écran Noir de Yaoundé au Cameroun, où je vais le passer. Donc là, je vais le tester avec un public africain pour voir comment ça va se passer. Et donc voilà, je suis là, vous allez le voir, laissez-vous emporter dans cet univers que vous allez découvrir. Et après, je pourrai discuter avec vous. Puisqu'on a fermé toutes les salles de projection en Haïti, il n'y avait plus une seule avant le tremblement de terre déjà. On avait fermé la dernière salle. Et donc, sous les coups du piratage, toutes sortes de piratage en Haïti. On te copie tes DVD, la première copie. Moi, quand j'ai fait un autre film de fiction avant celui-là,
qui s'appelle Le président a-t-il le sida. Et la première semaine après le film était en salle, et après quelques jours, un pirate me l'a offert dans la rue en me disant hey, directeur, celui-là vous ne l'avez pas. Et j'ai dit que c'était mon film. Donc, ensuite, tu as toutes les salles de cinéma d'Haïti, enfin des salles clandestines ou semi-clandestines, qui s'arrogeaient le droit de projeter des films sans ton autorisation. De même les chaînes de télévision. Donc, ce qui fait que, et puis après l'Internet, par exemple, on m'a dit que j'ai une quinzaine de films sur Internet. J'ai donné à personne l'autorisation de passer mes films. Donc, le cinéma haïtien qui, dans un certain sens, promettait, je crois, malgré les limites esthétiques et techniques, a disparu. Donc maintenant, on n'en fait que très peu. L'année dernière, par exemple, le seul film, il y a eu 2 films projetés à l'Impérial, avant sa fermeture. C'était un documentaire, Jacques Roumain, pour la première fois un documentaire haïtien de long métrage, restait 2 semaines à l'affiche, et puis un autre film dont je ne me souviens plus du nom. Donc, mais c'est évident que moi, mes films, je les fais parce que j'ai envie de dire quelque chose. Et donc, ce film, dans un certain sens, si tu veux, entre un peu une certaine façon de représenter la réalité magico-religieuse d'Haïti. Voilà. Et je me suis demandé, quand le tremblement de terre a eu lieu, qu'est-ce que je pouvais faire étant cinéaste. Eh bien, c'était de filmer et de témoigner sur ce qui se passait. Et surtout, pour qu'on n'oublie pas, parce que la tendance en Haïti, c'est qu'une catastrophe chasse une catastrophe, et on est toujours dans la catastrophe, donc il fallait que je fasse quelque chose qui puisse permettre aux gens à l'avenir de voir ce qui s'était passé pour que cela ne se répète plus. Et donc, voilà, et là, dès le premier jour, il y a eu un caméraman qui a filmé les images, mais tout de suite après, ça a été le bon réflexe. Et le lendemain matin, je suis sorti, et on a eu une réunion, et on a décidé qu'on allait faire un film. On a filmé, en fait, le film, c'est la chronique de 3 jours après le tremblement de terre, mais on a filmé pendant une quinzaine de jours. Donc il y a des images qui ont été filmées après dans les camps, par exemple les enfants et tout ça. Puis on a mis, je crois, on doit avoir pris 1 mois de montage, peut-être un peu plus, puisque après on a fait les sous-titrages dans 3 langues. Donc finalement c'est le produit, et je dirais, de 2 mois et demi de travail. Donc c'est un film, comme on les appelait à un certain moment, c'est un film de l'urgence, fait de façon urgente, sur une question urgente. J'aimerais juste rajouter par rapport à ça que, justement, sur ce que disait Arnold, sur les chiffres de l'aide humanitaire, ce qu'on sait, c'est que généralement, moi j'ai des chiffres encore plus pessimistes, que généralement sur un don, il y a d'abord une question là, ouais, il y a d'abord, les dons, généralement on calcule qu'il y a entre 0,3 et 3%, le grand maximum c'est un 10% d'argent qui revient en fait au pays. Et que normalement l'aide humanitaire, en fait, c'est plutôt un investissement humanitaire, parce que si on regarde en fait où va l'argent, c'est pour employer des gens du pays donateur, pour acheter du matériel technique au pays donateur, pour un suivi professionnel du pays donateur. Et en fait, il n'y a pas vraiment, on se gargarise avec l'histoire du développement durable, mais ce n'est pas vrai du tout, parce qu'on ne pense pas ni à la durabilité, ni à l'autonomisation du pays qui est aidé. Donc sans catastrophe et sans problème, l'aide humanitaire n'existerait pas, et il s'agit vraiment d'investissement. Donc ça, c'est une chose. Et puis, sur la question des ONG, j'ai aussi pu voir sur le terrain des ONG qui ont des budgets impressionnants pour des petits projets de 6 mois, des budgets entre 1 million et 4 500 000 $ pour des petits projets de 6 mois à 1 an sur des petits aspects très ponctuels. Et quand on leur demande, en fait, est-ce qu'ils emploient des Haïtiens, est-ce qu'ils forment des Haïtiens, est-ce qu'au moment où ils vont terminer leur projet, il y a quelque chose qui va rester en Haïti, eux-mêmes disent que non. Donc voilà. Les prisonniers dont de dangereux criminels s'enfuient de la prison centrale. La moitié des maisons et des bâtiments du centre de la vieille ville ne sont plus qu'un amas de décombres.
colère du monstre est tapie en moi, et sa malice me fait ressentir des secousses au moment où je croyais ne plus y penser, dit Claude Pierre. Ce qui se passe, c'est que, en général, contrairement à ce qu'on croit, la misère absolue ne crée pas les conditions favorables aux grands changements ni aux grandes révolutions. Les gens vivent dans une situation économique extrêmement dure, extrêmement grave. Donc, c'est une espèce de culture du minimum. On tente de survivre et déjà c'est pas mal si on voit le lendemain. Donc et ça, c'est pas un climat très favorable à la lutte pour le changement. Donc, et moi je crois que les pouvoirs en Haïti ont beaucoup utilisé cette arme-là aussi. Et tu as ça, mais d'autre part, cependant, il y a aussi, depuis quelque temps, avec l'exode rural, la bidonvillisation du pays et une extension de cette espèce de lumpénisation générale. La mentalité, donc, la survie amène à avoir une mentalité très spéciale, vivre d'expédients, être prêt à vendre son âme au premier offrant. Donc tu as un peu toute cette situation aussi qui se crée surtout dans les sous-prolétaires des villes en particulier. Et tout cela étant dit, et en prenant en considération tout cela, moi je dis que de toute façon, quelquefois il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à toute la plaine, comme disait l'autre. Et en Haïti, on a eu beaucoup de surprises. Et c'est un peuple qui, à des moments où l'on s'attendait le moins, s'est soulevé et a crié, et malheureusement, il n'a pas pu en recueillir souvent les fruits, mais des mouvements de révolte au moins très importants. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Il faut savoir que le gouvernement actuel s'est octroyé les pleins pouvoirs. C'est un gouvernement qui peut, et légalement, évidemment entre guillemets, et faire ce qu'il veut, entre autres, donner des projets à n'importe qui sans besoin de faire des passations de marché. Il décide que c'est vous qui allez reconstruire Port-au-Prince et puis c'est fini. Il n'y a pas à en discuter. Donc, mais avec l'accord de Bill Clinton, quand même. Bon, ils ont créé la commission intérimaire, mais c'est le gouvernement. Bill Clinton, je ne sais pas, ou bien s'ils devront demander permission à Obama, on va discuter avec Sarkozy. Mais là, c'est un gouvernement qui a les pleins pouvoirs. À côté de ça, parce qu'ils ont décrété un état d'urgence qui va durer 18 mois. À Port-au-Prince, le principal symbole du pouvoir, objet de la convoitise de tous les Haïtiens au-dessus de 30 ans, dit-on, le palais national s'écroule. De même, le palais de justice, le Parlement, les galeries d'art, centres culturels et lieux de patrimoine. Le siège de la mission de paix des Nations Unies, la MINUSTAH, s'écroule. Tout l'état-major des hauts fonctionnaires est décapité. L'institution que vous proposiez qui soit autonome et qui puisse permettre à l'aménagement de l'espace. Non, mais cette institution a été proposée et appuyée par le mouvement écologiste de protection de l'environnement, par les syndicats, par un secteur religieux, le secteur des jésuites, par de nombreuses organisations de la société civile, femmes, jeunes, etc. Mais elle n'a pas été prise en compte. Par qui? Par le gouvernement et par la communauté internationale. Et pourquoi?
Parce que ça ne faisait pas leur affaire. Mais le prétexte a été qu'une institution de ce genre ne ferait que affaiblir encore plus l'État. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, mais au lendemain du tremblement de terre, c'était une occasion unique dans notre pays pour créer un vaste mouvement de solidarité nationale avant tout. Parce que les gens étaient disposés à suivre n'importe quel mot d'ordre. Ça aurait été l'occasion de reprendre en main l'État haïtien lui-même. Évidemment, il avait été affecté, vous me direz, écoutez, mais indépendamment de tout ça, si le président, qui attendait 12 jours pour faire un discours, pour s'adresser à la population, avait pris la parole, moi je suis allé à la radio, la seule qui fonctionnait, à midi, le lendemain, d'ailleurs ça a été rapporté par les journaux, le journal Le Monde, etc., pour dire, je suis venu ici pour demander au président de prendre la parole, de dire aux Haïtiens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Moi je suis volontaire et je suis sûr qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens comme moi prêts à obéir. Et on attend le mot d'ordre. Silence total. Donc on a perdu un momentum spécial. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train d'entrer dans une période de convulsion politique. Et donc je crois que la reconstruction ne se fera pas, ou bien ce sera la seconde alternative, on va reconstruire ce pays pire qu'il n'était avant. On fuit par n'importe quel moyen la capitale. L'Eldorado transformé en enfer. Deux ans auparavant, Néret, le 11 novembre 2008. Depuis de nombreuses années, plusieurs experts nationaux et internationaux avaient averti en différentes occasions qu'un séisme de cette magnitude, comme celui qui avait déjà ravagé Port-au-Prince il y a 2 siècles de cela, pouvait se reproduire dans une période allant de 2 à 10 ans. Bueno, el proyecto de Centro de Video se origina en 1980. Y pues es una corriente que en México tuvo auge en 1994, que es dotarles del capital de conocimientos y de herramientas físicas, como la cámara, para que los propios indígenas hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? Hoy en día ya hay muchos grupos en México produciendo video, diferentes temáticas, diferentes contextos, situaciones, momentos, y los documentales que hoy presento se refieren al pueblo indígena maya del estado de Yucatán y de Quintana Roo. Son más cuestiones temáticas de trascendencia de la memoria histórica, porque estamos en esta problemática de estar perdiendo esa memoria colectiva e histórica. Entonces, básicamente es lo que tratan los 3 documentales. ¿Cuántas películas han hecho? ¿Hace cuánto tiempo existen? Empezó en el 2000, pero cuando se empieza a capacitar y a empezar a hacer videos fue en el 2003. En el 2003 hay cerca de 80 documentales. Cuando estábamos grabando el primer documental, se asomó un señor ahí del río y nos cerró el paso con la camioneta a velocidad. Pues sonó la llanta, ¿no? Y se bajó y nos dijo, ¿saben qué? Dejen de grabar porque igual hace como un mes vinieron unas personas y se molestó a la gente y les tiraron todo su equipo en el río. Pero no se había dado cuenta que éramos más de 2. Estábamos caminando 2 personas y se nos acercó y nos rodearon 3 personas de ellos, ¿no? Y luego vienen otros, hasta que nos juntamos 6 personas, 6, 7 personas.
y le dijimos que no nos iba a echar, porque nosotros teníamos conocidos en el pueblo y ya habíamos pedido permiso y que no había. No, si solamente les estoy invitando porque les digo, eso pasó y ya cambia el discurso, pero que se cuiden. Ah, pues está bien, gracias. Digamos que es la única ocasión donde recibimos como una amenaza en la grabación, no antes de la grabación. Pero no de parte de los mayas, sino de parte de... No, ellos eran traficantes de combustible, sí. No les interesaba, porque, bueno, no fuimos a grabar a Belice, la primera comunidad de Belice, porque, bueno, no teníamos el permiso, bueno, para no correr riesgo ya no entramos y ya, ¿no? Entonces ellos se encargan de traficar el combustible, que es mucho más barato de Belice, entonces lo van a vender a México. Hay otro video que hace muy bien el comparativo de cuál es la diferencia entre el cultivar con agroquímicos y el cultivar con fertilizantes naturales. Lo llevamos en la ciudad, cuando mucha gente le decía, es que lo de la ciudad no les va a gustar, no lo van a entender, porque es un contexto totalmente rural, es urbano. Bueno, pues vamos a intentar a ver qué va a pasar. Y se interesaron mucho la gente porque ellos no conocen qué hay detrás de la fruta, la verdura que se come. Entonces ya empiezan a ver. No es nada más ellos, sino también lo que se va a comer. Y entonces empezaba así como que, bueno, ¿por qué lo usan? ¿Por qué lo usan? ¿Por qué lo usan? O sea, los de la película eran los culpables, pero no pensaba otra cosa. Entonces se paró un señor y dijo, es que no es así, es que nosotros que estamos aquí de huevones, pero los rectados de huevones no cultivamos, ellos tienen que cultivar para ellos y para nosotros que somos más que ellos. Entonces, sí, cierto. No,